Je travaillais déjà dans le monde du vin. J'ai assisté à une masterclass de la maison Daiichi sur le saké japonais. C'était une claque, une claque. Je me suis dit, tiens, il faut que j'en apprenne plus. Otsukimi, c'est la fête de la pleine lune au Japon pendant la saison d'automne, qui est ma saison préférée. Il y a une couleur à la lumière qui est vraiment unique. Lors de Otsukimi, les gens se réunissent pour admirer la pleine lune et à ce moment-là, ils peuvent boire un petit verre de saké et la lune va se refléter dans le saké. On dit que, eh bien, ils boivent la lune. Otsukimi, c'est pas une fête qui existe à Bordeaux. Par contre, il y a un lien avec la lune puisque Bordeaux, ça s'appelle le port de la lune. Et moi qui suis née à Bordeaux et qui voulais faire la promotion du saké japonais dans la région et en France, je trouvais que c'était intéressant de faire un pont avec la lune, sachant que pour moi, la lune, c'est aussi un symbole de féminité. La pleine lune, voilà, c'est la rondeur, la grossesse, la vie, c'est le cycle, les saisons. Étant voilà, une femme dans ce milieu du saké, j'avais envie de mettre aussi en avant ça. On peut dire Tsukimi, mais j'avais envie d'utiliser le O de Otsukimi pour faire la lune, ce cercle qui est complet, qui est réconfortant. Et puis il y a cette légende du lapin qui est vraiment très jolie, puisque nous en Occident on voit une femme sur la pleine lune, alors que en Asie et au Japon ils voient un lapin. L'essence de cette légende, c'est de dire qu'il faut être bon avec les gens, il faut être généreux. C'est aussi ce que j'avais envie de partager avec ma structure, avec voilà, cette aventure Otsukimi. Une belle fraîcheur, quelques fleurs, limpides, brillants. Du fruit, une pointe d'amertume, de l'umami. Le saké japonais, c'est une boisson millénaire qui est autour des 15-16% d'alcool. Son vrai nom, c'est le Nihonshu. Nihon, ça veut dire Japon. Et shu, alcool, c'est l'alcool national japonais. C'est une boisson qui est faite à base d'une céréale, le riz. Il y a une méthode de production absolument incroyable puisque dans le riz, on n'a pas de sucre, on a de l'amidon et cet amidon, on va devoir le transformer en glucose pour ensuite que les petites levures puissent manger en fait le glucose et le transformer en alcool. Et pour ça, on utilise le koji, qui est une moisissure. Ce koji va, pareil, couper les molécules d'amidon pour les transformer en glucose. C'est vraiment quelque chose qui est unique, quelque chose que nous, en France, on n'a pas l'habitude de voir. Oui, il y a des produits où on utilise des moisissures, comme la pourriture noble, le botrytis à Sauternes, et ça a un côté aussi très magique au final, une pourriture qui est liée quand même, on va dire, à la fin, on va dire, de la vie, et qui va donner un produit, au contraire, qui va nous apporter de l'émotion, du plaisir. Et le saké japonais, c'est ça, de l'émotion, du plaisir, de l'amour, des traditions, mais de la modernité aussi, de la gourmandise bien sûr, parce qu'on va pouvoir l'accorder avec la gastronomie, mais aussi ça peut être un moment pour soi où on est voilà, face à son verre et c'est propice en fait à la méditation et à une rencontre avec soi-même. Donc le saké japonais, c'est tout ça, beaucoup de choses. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est le taux de polissage du riz. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever les couches superficielles du riz pour aller vers son cœur, le plus important, le shimpaku, donc, qui est ce cœur d'amidon. Ce taux de polissage, ça apporte une identité au saké. Les junmai, on va avoir beaucoup d'umami, de la structure, et les junmai daiginjo, au contraire, on est sur la finesse, la tension, des arômes de fleurs. Il y a d'autres sakés, il y a des sakés qui sont vieillis en fût de cèdre, on a des sakés qui sont sucrés, on a des sakés qui sont pas filtrés. Il y a une très grande diversité et c'est ça qui est merveilleux. À l'origine, le kushikamisake, qui est vraiment l'ancêtre du saké, c'était du riz cuit qui était mastiqué par des jeunes femmes vierges lors de rituels shinto et qui était ensuite craché dans un récipient
qui étaient fermées et on laissait voilà, cette mixture à l'air libre et on avait donc des bactéries, des levures qui apparaissaient et puis bah, voilà, il y avait une fermentation. Et il y avait un lien avec les divinités, que ça soit voilà, lors du service, mais aussi lors de la fabrication. Et il y a quand même eu toujours des femmes dans l'histoire du saké. C'est un monde qui est très masculin, mais c'est vrai qu'il y a quelques femmes et que ça fait aussi du bien de se réunir et d'échanger sur les problèmes que l'on rencontre, faire un transfert en fait, d'expérience, avoir des projets ensemble et puis se pousser toujours à aller plus loin, plus haut pour atteindre la lune avec le lapin. Et je le vois quand même dans le saké japonais que ça change, en tout cas en France, de plus en plus de femmes parlent du saké japonais. Il y a des sommelières qui sont connues, reconnues, qui sont des grands noms de la gastronomie française et même internationale. Et puis on a bien quelques productrices de saké au Japon. Des femmes, elles sont pas nombreuses, mais voilà, petit à petit ça se développe. Mais mon rêve, ça serait qu'il y ait une reconnaissance de ces femmes-là. J'aimerais qu'une femme européenne ait un partenariat avec un producteur ou une productrice au Japon et créer un saké, ça serait super. Alors ça, j'aimerais bien que ça soit moi, mais moi, si c'est une autre femme, j'en serais voilà, absolument ravie pour elle. J'aimerais voilà, laisser en tout cas ma petite marque dans le monde du saké japonais. Personne ne peut éteindre le feu d'une passion. Peu importe ce qui va arriver, il faut y aller, il faut en vouloir, il faut défoncer les portes, il faut tracer sa route, la tête dans le guidon, comme dit mon père. Notre objectif, ce qui se passe autour, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard.